par la troisième session et j'ai le plaisir, l'énorme plaisir de présenter mon ami professeur Fatemi, chef de service de médecine physique et réadaptation, qui va nous parler essentiellement de la gonarthrose avec l'évaluation clinique et instrumentale en médecine physique et réadaptation et quel protocole de rééducation très important, sujet très important pour les rhumatologues, essentiellement pour prescrire les protocoles. À toi la parole, cher ami Fatemi. Merci, professeur Janani, pour l'invitation. Et avant de commencer, je tiens à préciser que c'est une communication qui va parler un peu de l'aspect pratique que l'on réalise au service. Et ces réalisations, dans une grande partie, je tiens à rendre hommage à notre maître, professeur Kinsey. On avait collaboré ensemble pour aboutir à pas mal de protocoles dont je vous ai parlé. Alors pourquoi reparler de la gonarthrose alors qu'en principe tout a été dit? Eh bien, c'est que parce qu'elle continue toujours à poser un problème à la fois médical, à la fois social et économique, avec le coût à la fois du traitement médical, de la prise en charge rééducative et même en chirurgie. Et dans tout ça, quand on évalue les patients, on retrouve que plus ou moins, est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas, puisque la composante multifactorielle de la gonarthrose fait qu'elle est source d'handicap majeur. Et avant d'arriver à cet handicap, par la détérioration cartilagineuse, il y aura l'apparition de ce que vous faites, vous, à l'examen clinique, et vous retrouvez un problème de mobilité et un problème de faiblesse musculaire. Dans notre discipline, on l'appelle un problème de déficience parce qu'on s'intéresse au pronostic fonctionnel. C'est ce qui fait que l'approche va être un peu plus vaste et multifactorielle. De cette déficience va apparaître la problématique de l'incapacité et bien sûr tout désavantage dans les activités socio-professionnelles risque d'être interprété comme une pathologie handicapante. Alors, l'évaluation qu'on appelle, c'est l'évaluation fonctionnelle. En parallèle, par exemple, en réanimation, où il parle de l'évaluation du pronostic vital, c'est la problématique de la douleur. On ne comprenait pas est-ce que cette douleur, elle est d'origine cartilagineuse, puisque en voyant l'aspect anatomique, vous le savez tous, il n'y a pas de récepteur. Mais aux dernières données, on a retrouvé qu'au pourtour des ménisques, il y a des récepteurs et ces récepteurs sont très sensibles aux pressions mécaniques qui s'exercent sur ce cartilage. Et bien sûr, il y aura le vécu douloureux, le vécu nociceptif. Sauf que dans toute articulation, ce n'est pas uniquement le genou, peut-être le genou parce que c'est une articulation intermédiaire, interviendront d'autres composantes qui sont les structures capsulo-ligamentaires. Une articulation se doit d'être stable pour réaliser un mouvement. Et bien sûr, le rôle des structures musculaires et des structures tendineuses. Ce qui nous ramène à dire, est-ce que sur cet aspect arthroscopique, est-ce qu'il faut arriver à ces stades-là pour dire effectivement, ou on peut dire oui, effectivement, le patient il a mal, mais combien de patients ils ont juste une petite perturbation type chondropathie et ils souffrent énormément. Donc il n'y a pas de parallélisme anatomoclinique. Pourquoi? Parce que de ces récepteurs-là, la perception de la douleur de la gonarthrose n'est pas uniquement une perception mécanique, elle peut devenir même une composante inflammatoire. Pourquoi? Parce que nous avons des récepteurs qui sont polymodaux. Polymodaux, c'est-à-dire qu'ils sont sensibles à la fois aux stimuli mécaniques, aux stimuli thermiques. C'est ce qui fait qu'il y a une variation de réponse médicamenteuse et même aux agents physiques que l'on réalise en médecine physique. Faut-il appliquer de la thermothérapie? Faut-il appliquer de la cryothérapie? Et donc, c'est une évaluation que vous allez faire chez les patients. Ce qu'on a retrouvé, c'est que cette perturbation qui est véhiculée par les fibres nerveuses de type 4, ils ne sont pas responsables de ce qu'on appelle le sens du positionnement. Et ça, c'est très important à connaître en rhumato. C'est ce qu'on appelle le sens du proprioception. Comment marcher sans regarder où est-ce qu'on pose le pied, où est-ce qu'on pose le genou. Et ça, c'est systématique
Dans toute détérioration cartilagineuse, vous avez cette détérioration de la proprioception. Et pour ne rien arranger, on a évalué, on a trouvé que, eh ben, pourquoi cette personne, elle vous dit j'ai mal au genou, il vous montre même le siège exact, eh ben, parce que ce circuit nociceptif, il part du genou pour arriver au niveau de la moelle. Et au niveau de la moelle, vous le savez qu'il y a un système qu'on appelle le gate control qui essaie par les systèmes inhibiteurs, tels que vous voyez sur ce schéma, qui essaie un peu de régler la transmission de l'influx douloureux. Et c'est là, ça explique quelquefois l'indication des agents physiques tels que la TENS, la transélectrique neurostimulation, pour essayer de renforcer ce système gate control. Et puis cet influx nerveux, quand il arrive au niveau du cerveau, sans que le cerveau soit lésé, par ces informations-là, il y a une modification fonctionnelle. C'est ce qu'on appelle des modifications de la plasticité. Le cerveau va essayer de s'adapter à cette nouvelle situation empathique. Bon, l'évaluation, ce que j'insisterai, c'est, à travers ce schéma, c'est que dans le genou, vous avez la mobilité de la rotule et bien sûr de l'articulation fémorotibiale. Mais c'est très simple pour dire ça. En aucun cas, cette rotule ne peut mobiliser parce qu'elle est responsable du mouvement de flexion si elle-même, elle ne l'est pas. Donc, si elle n'est pas mobile, eh bien, elle va être responsable de raideur. Pensez à l'évaluer aussi bien dans le sens horizontal que frontal. Et pour ne rien arranger, cette mobilité, elle dépend des tendons, à la fois quadricipital et patellaire, comment ils sont orientés, de sa disposition et de structure capsulo-ligamentaire. Vous pouvez avoir ces ailerons rotuliens à ce niveau-là qui, externes, quand ils sont rétractés, c'est pour cela que la palpation est importante, ils vont tirer sur votre rotule, elle va être déportée vers l'extérieur, responsable du syndrome rotulien, de l'instabilité. Et puis, quelquefois, on peut avoir, et c'est très fréquent chez les sportifs, après un traumatisme, ils peuvent avoir une distension de l'aileron rotulien au niveau interne. Le deuxième point palpatoire, c'est quand vous palpez le quadriceps, pensez à palper sa mobilité. Et donc, le cul-de-sac sous-quadricipital, il est très important. Il peut être le siège de rétraction après épanchement articulaire. Et ces feuillets-là, ils viennent pointer au niveau de la pointe de la rotule et ce sont eux qui font remonter et descendre la rotule comme un effet d'ascenseur. Quand vous avez cette rétraction-là, sans pour autant avoir une détérioration cartilagineuse importante, la raideur, elle y est là. Donc, quand vous entendez le travail d'assouplissement qui doit se faire aussi bien dans ces structures capsulo-ligamentaires et tendineuses, vous comprenez le rôle important du temps palpatoire dans l'évaluation de la douleur. Et puis, bien sûr, l'approche étant à la fois fonctionnelle par la perturbation de la plasticité cérébrale, il est très important, un peu en plus du DN4, d'introduire d'autres échelles pour une meilleure évaluation de votre douleur, parce que la douleur dans la gonarthrose, on peut la considérer comme une pathologie à part entière qu'il faut évaluer. Et elle pose un problème parce qu'elle peut être à la phase aiguë et à la phase chronique. Donc, c'est très important. Et justement, la prise en charge thérapeutique pour cette première déficience, c'est que c'est une prise en charge qu'on appelle multimodale, à la fois médicamenteuse. Vous avez tout l'arsenal thérapeutique, antalgique, anti-inflammatoire, et puis même ne pas hésiter à évacuer parce qu'il n'y a pas pire pour une articulation que quand il y a un épanchement articulaire, elle met l'articulation sous tension et donc le cartilage souffre encore plus. Bien sûr, les agents physiques, qu'est-ce qu'on veut dire par agent physique? C'est toute approche non médicamenteuse pour soulager la douleur. Je citerai essentiellement l'électrothérapie et dans cette électrothérapie, vous avez toute une panoplie. Ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas être impressionné par la supériorité d'un par rapport à un autre. C'est que les études ont montré qu'on peut utiliser les ultrasons, comme on peut utiliser le dernier né qui est la TK-thérapie, mais par le coût cher de la TK-thérapie, eh de certaines séances malheureusement se limitent à ça et ce n'est pas efficace. Vous ne pouvez pas être efficace dans la douleur par un seul traitement. Alors, bien sûr, dans la rééducation, on va détailler au fur et à mesure, ça dépendra de son aspect. Est-ce que c'est une douleur aiguë? Oui, on peut la démarrer.
ou bien est-ce qu'on est face à une douleur chronique? Une douleur aiguë, eh ben, une articulation se trouve dans ce dilemme. Faut-il mobiliser ou pas? Certes, il faut respecter un temps d'immobilisation, mais quand on le dépasse, le cartilage va être très détérioré. Et c'est pour cela qu'il y a certaines thérapeutiques où l'appui n'est que partiel et il y a certains appareils d'allègement du poids du corps qui permettent, surtout chez les personnes âgées, de continuer à marcher sans Donc aujourd'hui, nous perdre allons le essayer schéma de voir au de début marche. ce Et que c'est que donc, la technique TEP-TDM. dans La la technique contention, TDM, dans TDM, l'immobilisation, ici elle est très plusieurs importante. types Bien d'examens sûr, TEP d'autres réalisés chez des thérapeutiques qui patients. commencent En à oncologie, on émerger, commence toujours mais par moi faire j'insisterai avec les personnellement autres sur le paramètres qui fait vont. que Et rien dans les artères temporales aucun battantes. procédé thérapeutique n'est fort avec que l'autre. Il faut vraiment les associer parce que quelquefois, appliquer la mésothérapie qui s'explique par la participation capsulo-ligamentaire et musculaire dans la gestion de la douleur. Mais est-ce que c'est suffisant? La réponse, non. Bien sûr, il y en a qui vont jusqu'à l'acupuncture et comme on n'est pas tous égaux face à la douleur, eh bien, quelquefois, utiliser même une thérapeutique cognitivo-comportementale, puisque quelquefois les douleurs du genou peuvent rentrer et peuvent aller nous conduire vers des problèmes de fibromyalgie. Et donc, une approche dans ce sens peut être utile. Alors, comme attelle, donc voilà, il y a des attelles qu'on peut utiliser. Et pourquoi? Parce que toute mobilité est considérée comme une contrainte. Quand la douleur elle est aiguë, ben, il faut respecter, mais ce respect d'immobilisation ne se doit pas être très lent, puisqu'il y a la raideur. Il n'y a pas pire pour le cartilage que l'immobilité. Donc voilà, il faut distinguer. Il y a plusieurs types d'attelles. Celle qui permet une immobilisation stricte, c'est lors de la poussée congestive. Et puis on va voir qu'il y a des attelles qui, tout en permettant une certaine immobilité, il y a un secteur de mobilité articulaire fonctionnelle. Alors, qu'en est-il de la déficience articulaire? Très important, la mobilité de la rotule, elle est très importante. Il y a la composante osseuse avec la profondeur de la trochlée fémorale, elle est fondamentale, mais à elle seule ne suffit pas, il faut ces structures dont j'en ai parlé, et bien sûr avec le cartilage de la rotule qui est le plus épais. Pourquoi? Parce que c'est lui qui subit le plus de contraintes. Ben, on va le voir, au fur et à mesure qu'on avance dans la flexion, les contraintes vont se multiplier par 4, 5 du poids du corps. Si vous avez une personne qui pèse 70 kg, alors une flexion à 30, 40, vous avez un cartilage qui est à 300, 450. La problématique de la rotule, elle est très importante. Donc, sa mobilité et comment elle suit sa cinématique dans la trochlée fémorale est très important. Donc, il ne faut pas qu'elle soit hyper mobile et elle reste très importante parce que c'est une poulie et pour un simple mouvement, le quadriceps, il s'agit bien du quadriceps, vous avez sa force va être multipliée par 3 ou 4. Si vous enlevez la rotule, vous pouvez avoir un très bon quadriceps, il n'y aura plus de mouvement d'extension. Et l'autre point, c'est la raideur articulaire. En étant en flexion, la rotule va être tout le temps sous contrainte et donc le cartilage sous contrainte et le quadriceps, il est tout le temps contracté. C'est source de consommation énergétique. Ça explique la réduction de périmètre de marche chez les personnes âgées. Ce qu'on voit également, c'est dans les affections neurologiques et musculaires, quand on a un déficit du quadriceps et chez les patients hémiplégiques qui marchent avec un récurvatome. Également, trop d'extension, ce n'est pas bon pour une articulation. La meilleure mobilité, c'est une extension à 0. Parce qu'elle ne sollicite pas le quadriceps et il n'y a pas une consommation d'énergie, il n'y a pas une contrainte sur le cartilage. Alors, le principe de rééducation, donc, premier point, c'est que la mobilité de la rotule, elle est très importante. Et de cette mobilité-là, il ne faut pas qu'elle soit excessive. Et dans tout ça, la rotule doit rester ce qu'on appelle centralisée en regard de la trochlée fémorale. Ce centrage, il peut commencer dès le départ, quand le kiné fait ses techniques de massage. À chaque fois, il fait un rappel, c'est un rappel proprioceptif pour qu'il sente ce recentrage. Et puis,
ce n'est pas suffisant. Il y a le deuxième, c'est le recentrage dynamique. Et les études, et c'est une théorie qui tient toujours la route, c'est l'importance du vaste interne pour qu'il essaie toujours de recentrer cette rotule. Et quelquefois, le recentrage n'est pas amélioré, eh ben, on va faire appel à l'appareillage. Il y a plusieurs types d'appareillage. Il y a d'abord le tapping ou les contentions que vous voyez par exemple chez surtout les sports qui sollicitent les mouvements de flexion-extension, chez les basketteurs, les volleyeurs. Ils utilisent ce tapping. Quel est son intérêt? C'est qu'il centralise la rotule, mais il ne perturbe pas cette mobilité. Et chez les patients qui ne sont pas hypersportifs, chez les personnes âgées, on peut s'aider par ces genouillères. Ils ont ces haubans externes qui vont repousser votre rotule vers l'intérieur. Et donc, votre rotule, elle est centralisée en regard de sa trochlée. Et il n'y a pas cette hyperpression qui s'exerce sur le compartiment fémoro-patellaire externe. Alors, la deuxième articulation, c'est la fémorotibiale. Il ne faut pas oublier la tibio-péronnière également. Il faut la palper. Mais en termes de biomécanique, la fémorotibiale, elle est importante. Alors, il faut savoir que aussi bien en flexion qu'en extension, il y a des mouvements qu'on appelle de roulis ou de glissement de la fémorotibiale. Et donc, ce mouvement de flexion-extension qui nous paraît simple, non seulement il fait participer les structures musculaires, mais les structures ligamentaires et capsulaires très importantes, d'où l'importance de la stabilité. Vous ne pouvez pas faire une flexion-extension s'il n'y a pas une stabilité. Et vous le savez, l'importance des ligaments croisés, des ligaments latéraux, très important. Donc, quand on veut évaluer cette articulation, elle est importante dans l'évaluation clinique. Bien sûr, ce sont des patients qui commencent à perdre essentiellement en extension et puis en flexion par la suite. Ce qui compromet quand ils veulent marcher, la montée, descendre des escaliers, passer un obstacle. Donc, les récupérer par des postures, par des exercices dynamiques, très importants, c'est fondamental pour le bon fonctionnement physiologique de cette articulation. Et pour ne rien arranger, si vous avez des troubles staturaux, si vous avez des genoux varomes ou des genoux valgomes, non seulement les contraintes qui normalement doivent passer en intercondylien en regard des épines tibiales, eh bien, cette stabilité elle est perturbée avec, si c'est un genou valgome, eh bien, les structures, c'est ce qu'on appelle les 4 facettes, quadriceps, ischio-jambier, c'est important, mais les faces latérales, les adducteurs, le TFL en latéral sont très importants pour la stabilité du genou. Et donc, face à des genoux varomes ou des genoux valgomes, eh ben, on risque d'avoir une laxité. Beaucoup de prothèses nous ont été adressées et quelquefois, il fallait réparer une laxité ligamentaire. Sinon, la prothèse ne marche pas et la prothèse reste instable. Et bien sûr, en rééducation, c'est l'importance de renforcer ces structures musculaires. Donc, autre élément, on va le voir lors de l'analyse de la marche, c'est que quand on a surtout une attitude en varus, quand le patient qui a une gonarthrose va attaquer ce qu'on appelle le pied au sol, eh bien, il y a ce qu'on appelle apparition de ce qu'on appelle une co-contraction du quadriceps et des ischio-jambiers. Co-contraction, c'est-à-dire au lieu normalement d'avoir juste une contraction du quadriceps pour un bon verrouillage du genou, eh bien, il y a également l'ischio-jambier qui intervient. Et on va le voir dans l'évaluation musculaire. Curieusement, on a trouvé les ischio-jambiers qui sont faibles dans les gonarthroses. Donc, voilà pour le principe de la rééducation. L'évaluation musculaire est fondamentale parce qu'il a été démontré que, et on croyait, et ça reste toujours valable, qu'une déficience du force du quadriceps suffira pour expliquer les incapacités. Eh bien non, il y a les autres composantes musculaires, aussi bien postérieures que latérales et médiales, pour le bon fonctionnement du genou et pour sa stabilité. Alors, bien sûr, quelques schémas pour vous expliquer ce que c'est, donc l'importance de travailler, et donc à travers le rappel biomécanique, la stabilité du genou, très importante. Et puis, bien sûr, l'indication de l'appareillage. Est-ce que l'appareillage peut nous aider dans ce cas?
La réponse non, la réponse pardon, oui. Nous avons vu que lors des poussées aiguës, une immobilisation stricte aide, mais dans la douleur chronique, eh ben, l'appareillage, ce qu'on appelle les orthèses articulées, aide énormément parce que il va aider à gérer la douleur, à passer le cap de la poussée congestive. J'insisterai sur deux éléments. Il y a les orthèses de genoux articulées qui peuvent être même correctrices et bien sûr le pied, les orthèses plantaires. Les orthèses articulées, il y aura une pression qui va être exercée en regard du fémorotibial interne ou externe en fonction de genou varome, comme vous le voyez ici, ou le genou valgum. Donc, face à un patient qui est ici en genou valgum, eh ben, l'orthèse articulée, elle va exercer une pression à ce niveau-là, et vous voyez la radio, quel effet ça a entraîné, donc il y a moins de contraintes. Hein? Vous voyez le capital cartilagineux externe, il est bon, donc il ne faut pas anticiper l'indication d'un geste chirurgical chez ces patients-là. Alors, il permet une mobilité qui peut aller jusqu'à 60 degrés, jusqu'à 70, très intéressant. Donc voilà, c'est ce que vous voyez ici, c'est cette pression qui, en fonction du genou varome ou genou valgum, va être réalisée. Voilà, autre type d'orthèse articulée, vous m'excusez, je veux respecter le temps. Voilà. Alors, nous avons vu donc orthèse articulée. Maintenant, qu'en est-il des orthèses qu'on peut prescrire au niveau du pied? Alors, au niveau du pied, ça commence d'abord par un examen des pieds en évaluant la mobilité articulaire, sa stabilité, et puis par la suite, ça allait prendre une empreinte. Là, c'est une unité d'empreinte podoscopie électronique. Bon, on remercie, une petite pensée pour les bienfaiteurs, parce qu'au CHU, c'est les bienfaiteurs qui nous ont acheté ça. Et puis, vous avez la podoscopie optique. Alors déjà, vous comprenez que en examinant le pied, c'est une recommandation d'ailleurs de Lelard, vous avez un pied valgus, déjà à ce niveau-là, vous avez un valgus calcanien, et donc, c'est sûr que le centre de gravité et les pressions vont être dirigés, déviés vers le compartiment fémorotibial interne. Et donc, appliquer une orthèse correctrice interne, pronatrice, ça permet de réaxer le centre de pression qui s'exerce sur l'articulation fémoro-tibiale. Dans la semelle, il existe plusieurs composantes. On peut quelquefois ajouter ce qu'on appelle un soutien de voûte. Donc là, ça corrige l'arrière-pied. Puis on peut corriger le médio-pied par le soutien de voûte. Et s'il y a une hyperpression au niveau des métatarsiens, on peut appliquer ce qu'on appelle une barre rétrocapitale. Donc la semelle, c'est en fonction de ce que vous trouverez dans votre examen podologique et bien sûr en fonction des contraintes que le patient exprime. Donc dans la podoscopie électronique, donc voilà les pressions qui montent. Donc voilà un allongement de l'arche interne et puis il vous montre une hyperpression à ce niveau-là. Donc ça justifie, en plus de la correction de l'arrière-pied, de mettre un soutien de voûte à ce niveau-là. Et puis, quelquefois, comme j'ai dit, à ce niveau-là, il y a une hyperpression et il faut bien sûr ne plus subir, j'ai une pensée pour les patients diabétiques, ne plus subir le pied diabétique. Combien de fois, en retrouvant cette hyperpression, il faut mettre une barre rétrocapitale pour éviter le mal perforant. Beaucoup de patients arthrosiques, ils ont un problème de diabète. Et je crois à l'occasion, il faut réfléchir pour lancer une formation avec les collègues rhumato, pour échanger avec eux avec grand plaisir. Donc voilà l'aspect biomécanique des orthèses quand on les propose. Quand vous avez un genou varant, vous avez donc la pression qui est déplacée vers le compartiment interne. Et donc ça a été démontré, quand vous corrigez à ce niveau-là, la pression l'est encore. Le feedback, beaucoup de patients, il accroche. Il intègre énormément les semelles. Donc voilà ce que je voulais dire par la correction de l'arrière-pied. Vous pouvez vous contenter de ça. Vous pouvez l'allonger un peu pour améliorer à ce niveau le soutien de voûte et puis la correction au niveau de la barre rétrocapitale. Alors, on a vu la déficience représentée par la douleur, l'articulaire. Qu'en est-il du musculaire? Je vais aller vite. J'insisterai sur l'importance de ce qu'on appelle l'extensibilité. Un muscle ne peut être fort s'il n'est pas
extensible. Vous pouvez le renforcer, ce qu'on appelle dans le mode raccourcissement, mais il faut qu'il soit également être capable d'être étiré. C'est ce qu'on appelle le mode excentrique, très pourvoyeur en oxygénation. Ça évite les blessures musculaires et bien sûr, ce sont des muscles qui répondent mieux par la suite au renforcement musculaire. Ne pas oublier bien sûr de renforcer les muscles latéraux. Alors, dans l'évaluation du déficit musculaire, il y a l'évaluation clinique. Vous le savez, c'est la fameuse cotation de Daniel. C'est la fameuse cotation de Daniel. C'est ça qui va de 0 à 5 en fonction de la pesanteur. Et puis il y a l'évaluation isocinétique. Encore une fois, une pensée pour nos bienfaiteurs. Il coûte dans les 120 millions. Alors ça, il permet d'évaluer la force musculaire en tenant compte de l'angle. Très important, de l'angle de flexion et d'extension. Et vous allez le voir, un patient gonarthrosique, ce qui nous a révélé, c'est qu'il y a un déficit des fléchisseurs, des ischio-jambiers, et puis vous avez l'accrochage à ce niveau-là. Donc le quadriceps, en fait, il n'est pas très faible, mais beaucoup plus du fait, si vous vous rappelez, du stimulus nociceptif, il donne cet accrochage, il peut expliquer le dérobement et donc l'instabilité. D'où l'importance, voilà, parce qu'on était habitué à faire un travail statique, le statique intermittent, mais là, il faut vraiment renforcer dans ces angles. On est passé à 30 degrés, très important, il faut penser à aller à 40 et 60 degrés. Il me reste... Juste pour vous dire, je passerai ces photos juste pour vous dire que ça a fait cette évaluation isocinétique d'un travail du service avec une thèse et une publication dans la revue du rhumatisme. Encore une fois, il y a d'autres éléments qui composent le muscle, la puissance, la notion de fatigabilité, d'endurance. Je ne veux pas trop vous surcharger. Le meilleur message, c'est cette faiblesse musculaire qui touche le quadriceps dans un certain angle et puis les ischio-jambiers. Alors, de cette évaluation-là, quel protocole de rééducation proposer? On était dans le travail statique. La majorité des patients, ils viennent en marchant. Le statique, ça suppose qu'il n'y a pas de mouvement. Donc, il n'y a pas d'efficacité prouvée. Donc, le statique, c'est beaucoup plus quand vous faites dans la cotation de Daniel. Le patient, vous lui demandez de faire une extension, rien. Il n'y a pas d'extension. On dit que le quadriceps est sidéré. Par la suite, le travail statique intermittent développé par Dott dans les années 80, lui, il te dit, eh ben, on descend le genou un peu en fonction des degrés, mais je reste dans le statique. Très intéressant, en tenant compte de la douleur et de la fatigue. Puis, les études histologiques ont montré que dans le quadriceps et dans la raideur articulaire, nous avons dit que la perte d'extension touche les 30 derniers degrés. On a trouvé que ce sont des fibres horizontales qui sont amyotrophiées. Et c'est pour cela qu'on a introduit la notion de renforcement dans les 30 derniers degrés. Et c'est fonctionnel et c'est les plus utiles. Voilà pour le protocole classique, tout en associant le recentrage dynamique. Est-ce que c'est suffisant? Beaucoup de patients rapportent qu'ils ne le sont pas, surtout qu'à travers ce rappel histologique, eh ben, le cartilage, il a horreur de l'immobilité. Les études l'ont montré par les patients que l'on reçoit après un séjour en réa de 3 à 4 mois, les traumatisés crâniens. Il y a une désorganisation mais incroyable au niveau du cartilage, aussi bien cellulaire et histologique, et qu'il y a des récepteurs à la pression. Donc le cartilage sous-nourri par l'activité physique. Il faut juste trouver l'activité physique qui s'adapte à la personne gonarthrosique. Donc il n'y a pas un protocole classique. Chaque patient, en fonction de ses attentes et de son contrainte, et il faut adapter. Donc les protocoles de rééducation, je suis en train de parler beaucoup plus des principes. Et c'est là où on a introduit, et même les sportifs de haut niveau l'utilisent, le travail par les bandes élastiques, sauf qu'il y en a plusieurs. L'intérêt de ces bandes élastiques, c'est que c'est la personne qui développe sa propre force, qui lui est restituée par la bande élastique. Donc, le risque d'aggravation de la douleur, d'altération du cartilage, elle est très, très diminuée. Utilisée aussi bien, j'ai dit, chez les sportifs, les jeunes, et même chez les personnes âgées,
toute la composante musculaire de notre genou. Et puis, le renforcement isocinétique, est-ce que tous les cabinets de rééducation doivent le faire? La réponse non, parce qu'il coûte excessivement cher. Nous, on l'utilise dans différents domaines. Dans le congrès du cercle, j'avais présenté cette photo. Et là, je présente en 2023 celle-là. Ça, c'est d'un sportif international qui a joué la Coupe du Monde. Donc, il avait une rupture ligamentaire qui est arthrogène par excellence, une lésion méniscale. Et on a eu la chance de le suivre au CHU. Et il a pu participer à la Coupe du Monde. Je ne dirai pas le nom, mais il a marqué le but contre la Croatie dans le classement, pas au premier match. Donc, c'est un défenseur. Très important, vraiment, cette évaluation, parce que quand le patient il pousse par le dynamomètre te restitue la force. Donc, très, très intéressant. Il nous renforce le quadriceps et les ischio-jambiers. Mais à sa décharge, il ne nous renforce pas les latéraux. Encore une fois, l'intérêt et le rôle du kinésithérapeute est fondamental. Alors, un autre message, mais même après prothèse de genou, le déficit il persiste. Et là, j'aimerais discuter avec vous parce que je suis étonné. Les collègues de traumato, ils ont enlevé l'attelle de Zimmer. Ils te disent non, on ne charcute plus le quadriceps et ils n'ont plus d'attelle. Alors, l'étude isocinétique que l'on a réalisée dans le service après prothèse, elle a montré qu'il y a une faiblesse musculaire. Et donc, ce trouble proprioceptif, ce problème de dérobement face à une prothèse, si jamais il y a une chute, il y a un risque de désarticulation. Donc, à discuter. L'autre déficience, et j'ai presque terminé, c'est l'équilibre. Pourquoi l'équilibre? Parce que toute articulation, pour qu'elle vous réalise un mouvement, si bien l'épaule, la main et le genou, parce que c'est une articulation intermédiaire, elle doit être stable. Et on en a besoin de notre articulation dans les différentes activités de la vie quotidienne, d'autant plus qu'elle utilise le quadriceps, qui, chez la personne âgée, est le siège d'une maladie redoutable qu'on appelle la sarcopénie. Donc, de cette sarcopénie, il n'y aura pas de stabilité et la personne, elle est soumise à la chute. Je tiens à préciser que le genou ne participe pas dans les stratégies de rattrapage de l'équilibre, mais dans la stabilité, elle est importante. Le risque de chute est très important. Rapidement, pour vous dire que chez la personne âgée, il y a une modélisation. Quels sont les éléments de chute? Le système postural et l'appareil musculo-squelettique, ils sont au centre. Et qu'est-ce que c'est que le système postural? C'est cette capacité d'être capable d'orienter mon articulation dans le temps, dans l'espace, que j'ai besoin des yeux ou pas. Et c'est ça l'importance de la proprioception. Alors, les chutes et les pathologies, la faiblesse musculaire, et on a trouvé qu'il y a un risque de 4,4 avec le trouble de l'équilibre et de la marche. Donc, la sarcopénie avec une mention particulière pour 3 muscles, le quadriceps, le tibialis antérieur, le jambier, parce que c'est lui qui redresse la cheville dans la stratégie de rattrapage de l'équilibre, et bien sûr les muscles paravertébraux, très important. Alors, bien sûr, gonarthrose, il faut que je fasse une évaluation de l'équilibre unipodal fondamental, parce qu'on va le voir dans le cycle de marche, il y a une phase qu'on appelle la phase d'appui unipodale, et elle est importante à évaluer. Et c'est pour cela qu'on utilise, il y a plusieurs tests. Donc, vous voyez, j'aurais besoin ici de pouvoir marcher, très important dans l'évaluation de l'équilibre. Alors, dans le service, rapidement, on utilise cet appareil, le posturographe. Lui, il va donner plus de données sur le comportement de la personne qui souffre de la gonarthrose. Et là, on va révéler plusieurs déficiences et plusieurs anomalies. Ce qui vous intéresse, c'est que vous devrez savoir qu'il faut que j'ai un genou stable, sinon la chute est garantie. Ça, c'est des détails, je les passerai dans la gonarthrose, mais l'étude, elle a été publiée et donc il montre une déficience de la stabilité qui s'aggrave yeux fermés. Parce qu'avec les yeux fermés, si vous vous rappelez dans la douleur, les mécanorécepteurs étant perturbés, le patient il a du mal à se situer dans l'espace et ça entraîne la chute. Ce trouble, il persiste après pour prothèse de genou. Importance de la rééducation. Il me reste quelques rapides.
pour parler de la marche, parce que tous ces éléments-là, on a vu que quand je veux les évaluer, on va les évaluer en position assise, en position debout, mais quand on est en position, dynamique et on est en train de marcher, le déséquilibre, il est plus important. Une mention ici particulière, avant d'entrer dans l'évaluation de la marche, de tenir compte bien sûr du poids. Vous ne pouvez pas faire une rééducation sans tenir compte du poids de la personne. C'est une évaluation linéaire et parallèle, fondamentale. Là, c'est un appareil du service, c'est ce qu'on appelle la bioimpédancemétrie qui va, à travers un procédé, vous mesurer la teneur en matière grasse. Alors, la marche, rapidement, le cycle de marche, comme vous le voyez, il y a une succession appui bipodal, unipodal, donc c'est dans la construction de ce que je viens de dire, très importante. Et dans cette évaluation-là, on va évaluer la cadence du pas, la symétrie, la coordination. Parce que pour être là, dans un appui unipodal, il faut que je fasse une coordination, aussi bien entre la cheville, hanche, genou et le bassin. Fondamental. Donc, pour les évaluer, bon, il y a l'inspection, on n'a pas besoin de tous ces appareils. Il y a l'inspection, il y a la vidéo. Puis, utiliser soit le test de 10 mètres, c'est déjà suffisant. Si vous allez vers le test de 6 minutes, vous êtes en train d'évaluer la tolérance à l'effort, l'endurance, très intéressant. Et dans ce cas, vous pouvez vous aider de ce chronomètre avec l'échelle de Borg, qui va évaluer quel est l'intérêt. Vous n'allez pas pousser la personne jusqu'à la fatigue extrême. Une fois, il vous dit il y a une dyspnée qui apparaît, il y a des sueurs un peu froides, vous devrez arrêter, même s'il n'a pas fait les 6 minutes. Et là, on va étudier également la vitesse de marche, etc. Alors, il y a l'analyse quantifiée de la marche. Je vais vous donner des diapos d'un collègue prof qui est à Marrakech, qui était au service. Lui, il a trouvé le laboratoire déjà fait à Marrakech. Nous, il nous a fallu 20 ans. Il est en train de l'installer. Alors, la personne, on lui met ce qu'on appelle ici des capteurs au niveau de la hanche, au niveau du genou, au niveau de la cheville. On peut utiliser même le membre sud et on va étudier la coordination. Très intéressant. Quelquefois, quand on hésite à mettre une prothèse de genou, si on veut associer un éventuel transfert musculaire, ça aide énormément. Et il va nous donner une idée sur la coordination et sur la répartition du poids qui est asymétrique entre le côté atteint et le côté supposé sain qui risque de le devenir par excès d'hyperpression. Alors, l'expérience du professeur Abdel, il parle bien sûr que très important, aussi bien en articulaire que musculaire, de tenir et de la cheville et de la hanche. Parce que cette analyse quantifiée de la marche, elle a montré que l'amplitude, quand la personne veut marcher, elle est perturbée au niveau de la hanche et au niveau de la cheville. Voilà l'info la plus importante. Et ça explique les fameuses co-contractions du quadriceps et des ischio-jambiers. Donc, c'est le résumé que je vous ai fait pour respecter le temps. Donc, l'amplitude du mouvement, il apparaît sous forme de ces courbes, si vous le permettez. Et il a analysé même également les prothèses de genoux et c'est les mêmes conclusions. Donc, l'importance de la rééducation dans ces patients-là. Alors, vous voyez, voilà, hein, donc ce n'est pas un film de Chevarny, mais ça, ce sont des patients comme vous voyez ici. Et donc, voilà comment apparaît notre squelette. Et ces squelettes-là, grâce à un logiciel, il vous le montre sous forme de courbe que je viens de faire. Très intéressant quand on veut faire l'injection de toxines, quand on veut faire des transferts musculaires. On croise les doigts, ils sont en train de l'installer, mais il prend beaucoup de temps. Donc, voilà comment on fait ce qu'on appelle l'analyse quantifiée de la marche. Mais je vous rassure, est-ce qu'il faut le faire de façon systématique? Je vous dis, c'est au cas par cas. Donc, voilà les courbes que l'on voit hein, donc, chez ces patients-là. Et bien sûr, quand les pieds, il y a ce tapis-là, il nous capte même les pressions. Donc, cette asymétrie d'appui, elle persiste après une prothèse de genou. Donc, très important. Donc, il faut la rééduquer. Voilà d'autres patients, hein, donc comment on les voit. Alors, la dernière, c'est la correction du schéma de marche et bien sûr, avec le réentraînement à l'effort, bien sûr, le protocole classique,
surtout si vous avez une personne âgée, c'est dans un milieu, protégé, entre les barres parallèles. Pourquoi on met ces obstacles? Justement pour améliorer cette coordination, augmenter la hauteur du pas, de la hanche et de la cheville. Et puis, si la personne s'améliore, on peut passer en dehors, passer aux barres parallèles, et puis vous faites une évaluation. Si le déséquilibre persiste, discutez les aides techniques, très important. Bien sûr, le cycloergomètre qui a été dans les années 90 discuté, si vous respectez la hauteur de la selle, donc à 90 pour qu'il n'y ait pas de contrainte, il permet d'aider à la coordination. Puis, face à des patients, on peut améliorer le réentraînement à l'effort s'ils sont très douloureux par des cycloergomètres à bras. Et voilà le système d'allègement. C'est une photo du service. Donc, système d'allègement à ce niveau-là. Quand le patient il est en poussée, on peut travailler avec lui. Il pèse 70 kg. Avec ce système d'allègement, c'est comme s'il pèse 20 kg, 30 kg. Très important. Et donc, le patient ne perd pas. Alors, quel protocole de rééducation? C'est la dernière, promis. Alors, c'est des principes. Le premier message, c'est il faut que ce soit des protocoles individualisés en fonction des exigences et des objectifs que veut réaliser le patient. Alors, bien sûr, les protocoles classiques, on l'a vu dans, bien sûr, l'amélioration de l'amplitude articulaire et lutter contre la raideur est fondamentale. Le renforcement musculaire, ça peut aller vers le travail avec bande élastique et ça peut s'arrêter là. Mais on peut aller vers un travail encore plus dynamique. Très important, le travail proprioceptif et de l'équilibre. Et on a plusieurs procédés, il y a plusieurs aspects. Ça peut aller vers un travail très simple sur des plateformes de déstabilisation et on peut aller au posturographe. On n'est pas obligé de ruiner les cabinets de rééducation pour qu'il ait ces différents appareils. Et bien sûr, le réentraînement à l'effort est devenu incontournable dans la gonarthrose, mais dans la polyarthrite rhumatoïde, la notion de fatigue est très importante et c'est ce qui peut aggraver et entraîner l'intolérance à la douleur. Et je vous remercie. Merci, professeur Fatemi, pour cette excellente présentation. Donc, la parole est à la salle, s'il y a des questions. Dr. Faiz. La prière et la gonarthrose. C'est une question qui vient souvent. Donc, quelles limites votre expérience? Merci. Comme vous l'avez vu sur le rappel biomécanique, bon, c'est clair. Dans la gonarthrose non opérée, il y a ce qu'on appelle les amplitudes fonctionnelles qui vont jusqu'à 60, 70 degrés. Et puis au-delà, à 120, la contrainte devient très importante. Le dilemme, c'est qu'il peut faire la prière 2-3 jours sans problème. Et puis le 4e, 5e jour, la douleur peut s'aggraver. C'est ça le risque. Et donc, plutôt que d'avoir des rechutes de la douleur, je crois que le choix est fait. Il faut qu'on s'inscrive dans la durée. Et donc, la réalisation de la prière reste très difficile parce qu'au-delà de 90 degrés, la contrainte est très importante. Dans la prothèse de genou, malheureusement, nous, les importateurs, ils amènent des prothèses à l'européenne. Donc, ils ne dépassent pas les 110 degrés. Donc, il faut le dire à vos patients également. Il y en a qu'on ne leur dit pas, ils continuent ils reprennent la prière et ils font sauter leurs prothèses. Il y a des prothèses asiatiques parce que les Japonais, même les pays arabes, c'est très fréquent chez eux d'être en position assise. Ils ont conçu une prothèse qui dépasse les 110 degrés, les 120 et ils peuvent accepter cette position assise. Donc voilà, c'est une contrainte biomécanique malheureusement, il y a des limites. D'autres questions? Non. Donc, merci beaucoup, professeur Fatemi. Donc, tu me rejoins pour modérer avec moi cette dernière session.